Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Notre histoire commence dans le pittoresque comté d'Armagh, en Irlande du Nord, où se trouve le charmant village de Richhill. C'est ici que Jacqueline Crimble et son mari, Paul Crimble, ont tissé les premiers fils de leur vie commune. Jacqueline et Paul se sont rencontrés à l'âge tendre de 17 ans, une rencontre qui a rapidement évolué en une romance passionnée. Leur amour les a conduits à se marier au début des années 1990, peu après la naissance de leur première fille, Danielle. Plus tard, la famille s'est agrandie avec l'arrivée de leur fils, Adam, et ils ont emménagé dans une coquette maison de 3 chambres à Richhill. Le couple était un véritable contraste de personnalité. Jacqueline, avec son tempérament fougueux et son comportement autoritaire, créait souvent une atmosphère tendue à la maison. Son impulsivité et son manque de contrôle émotionnel mettaient fréquemment son mari et ses enfants sur les nerfs. Paul, en revanche, était l'incarnation de la sérénité. Ingénieur mécanique de profession, il s'efforçait de maintenir une certaine stabilité au sein de la famille, malgré les tempêtes émotionnelles de Jacqueline. Malheureusement, il était souvent la cible des critiques acerbes et des abus verbaux de sa femme. Leurs différences donnaient lieu à des moments parfois gênants, où le franc-parler et les éclats de Jacqueline contrastaient fortement avec la nature réservée de Paul. Lorsque Jacqueline a présenté Paul à sa famille, ils ont été agréablement surpris par sa gentillesse et sa chaleur sincère. Paul, bien que peu conventionnel pour Jacqueline, a été perçu comme un partenaire digne et louable. Malgré leurs personnalités opposées, lorsque Jacqueline est tombée enceinte, Paul a ressenti une obligation profonde de la soutenir. Élevé dans une famille chrétienne fervente, il avait des croyances traditionnelles et se sentait moralement obligé de rester aux côtés de Jacqueline malgré les défis. Il lui a donc proposé de se marier. Cependant, à la veille de leur mariage, Paul s'est confié à son ami le plus proche, Jim McFarland. Admettant son manque d'amour pour Jacqueline, malgré les tentatives de son ami pour le dissuader de poursuivre, Paul s'est senti obligé d'épouser Jacqueline pour le bien de leur enfant. Même si ses sentiments n'étaient pas pleinement investis, il espérait que cet amour grandirait avec le temps. Financièrement, Paul et Jacqueline prospéraient. Paul travaillait comme ingénieur, tandis que Jacqueline s'occupait du ménage et des enfants. Pour les étrangers, leur vie semblait idéale. Cependant, sous la surface, des fissures dans leur mariage commençaient à apparaître. Jacqueline laissait fréquemment Paul s'occuper des enfants pendant qu'elle fréquentait le pub local. Lorsqu'elle était confrontée à son comportement, elle répondait avec hostilité et agressivité. Au fil du temps, Jacqueline gagnait une réputation de fêtarde dans le village, ce qui lui valait des étiquettes telles que femme légère. Sa présence dans les bars était souvent source de problèmes, provoquant un malaise chez les habitants qui s'attendaient à ces pitreries perturbatrices. Ces troubles s'étendaient à leur vie de famille. Leur fille, Danielle, se rappelait avoir marché sur des œufs, craignant son tempérament instable. Même des questions anodines pouvaient provoquer sa colère, laissant Paul et les enfants inquiets en sa présence. Danielle a même mentionné la peur de Paul envers sa femme. Jim McFarland, l'ami de Paul depuis l'enfance, percevait leur mariage comme dénué d'amour d'après ses observations de leurs interactions au fil des ans. Même la famille de Jacqueline reconnaissait sa tendance à parler de manière agressive ou à rabaisser Paul. Ils exprimaient leur désapprobation, incitant Jacqueline à mieux se comporter en leur présence. Début juin 2004, Jim et Paul se sont lancés dans un voyage en moto en Espagne, réalisant ainsi une ambition de longue date. La moto offrait à Paul un sentiment de liberté, lui permettant d'échapper au chaos de sa vie familiale et de trouver la paix. Cependant, au milieu des joies des vacances, Jim nourrissait de graves inquiétudes concernant le mariage de son ami.
Ils en ont longuement discuté et Paul a avoué que le mariage était en train d'échouer et qu'il semblait inévitable que lui et Jacqueline se séparent bientôt. Néanmoins, la principale motivation de Paul pour rester était ses enfants. Il était déterminé à éviter qu'ils ne se retrouvent dans un foyer brisé et faisait tout son possible pour sauver leur mariage. De plus, il craignait de perdre l'accès à ses enfants, car Jacqueline l'avait menacé à plusieurs reprises de ne plus jamais les revoir s'il la quittait. Paul n'était pas prêt à prendre ce risque, privilégiant le bien-être de ses enfants avant tout. Le voyage en Espagne marquait les dernières vacances que Paul et Jim partageraient ensemble. Les inquiétudes de Jim allaient au-delà des problèmes conjugaux de Paul. Il craignait pour la sécurité de Paul. Un mois plus tôt, 2 hommes s'étaient introduits dans leur maison familiale pendant que Paul dormait. L'un des intrus portait une pelle. Paul s'était couché tôt pour la nuit, prévoyant de travailler tôt le lendemain matin. Jacqueline était absente à ce moment-là, apparemment sortie faire des courses avec les enfants, un détail qui sembla suspect à Jim. Paul raconta avoir entendu des bruits dans le couloir et, hébété, il prit les intrus pour sa famille, qui revenait des magasins. Réveillé en sursaut, il appela Jacqueline mais se retrouva face à un agresseur avec une pelle au-dessus de lui. Réagissant rapidement, Paul s'attaqua à l'intrus, qui s'enfuit. Un autre homme masqué cria depuis le couloir, incitant Paul à le poursuivre. Il vit les 2 intrus échanger des regards avant de s'enfuir de la maison. Le lendemain, Jacqueline donna à ses collègues une explication extraordinaire pour l'effraction, affirmant que les intrus l'avaient ciblée en raison de son supposé service militaire, une invention puisque Jacqueline n'avait jamais servi dans l'armée. Le comportement trompeur de Jacqueline s'intensifia. Elle accusa faussement son mari de l'avoir forcé à participer à des relations sexuelles en groupe et de l'avoir infecté d'une maladie sexuellement transmissible. Cependant, son mensonge le plus flagrant fut réservé à son amant, Roger Ferguson. Elle lui informa qu'elle était enceinte de ses jumeaux mais qu'elle avait fait une fausse couche à cause de l'agression de son mari, Paul. Le 20 juin 2004, après le retour de Paul d'Espagne, Jacqueline a fait en sorte que les enfants restent avec leur grand-mère paternelle à Carrickfergus et a invité Paul à boire un verre, ce qui s'écartait de leur routine habituelle. Ce geste orchestré, apparemment inhabituel pour Jacqueline, a laissé à Paul l'espoir d'une réconciliation. Ils se sont dirigés vers un bar local où Jacqueline et Paul ont consommé d'alcool. Dans la nuit, à 2h30 du matin, Jacqueline a passé un appel d'urgence au 999. Elle a signalé que des intrus avaient, pénétré dans leur maison, attaqué son mari, Paul Krimble, et l'avaient enlevé. Jacqueline a affirmé que les intrus avaient demandé de l'argent ou des drogues. What's happened, sorry? Someone got into your house? And where's your husband? Lorsque la police est arrivée sur les lieux à 3h01, ils ont trouvé Jacqueline sur ses genoux dans le hall, les mains attachées avec des colliers de serrage. Elle a raconté aux policiers qu'elle et son mari avaient été agressés à leur retour d'une soirée. Elle a déclaré qu'un groupe de 4 hommes leur avait demandé de la drogue et de l'argent avant de les maîtriser tous les 2. Ils avaient mis un sac en plastique sur la tête de son mari et l'avaient scotché avant de l'emmener dans la voiture familiale. Elle aurait réussi à alerter les autorités en utilisant sa langue pour composer le numéro d'urgence. Mais son histoire était plus complexe que ce qui était présenté à première vue. Plus tard dans la matinée, qui tombait par coïncidence le jour de la fête des pères, le corps sans vie de Paul a été découvert dans sa voiture dans une ruelle du comté d'Armagh, à 2 miles de leur résidence. Il avait subi de violents coups, une suffocation, et était attaché avec des attaches de câbles aux mains et aux pieds. Au début, alors que la police enquêtait sur le meurtre de Paul, elle accepta le récit de Jacqueline sans poser de questions. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête progressait, les soupçons se portèrent sur Jacqueline. Dans les 24 premières heures, les enquêteurs commencèrent à la considérer comme une suspecte potentielle. Ils relevèrent rapidement des incohérences dans son récit. Jacqueline prétendait avoir été ligotée par les intrus, mais ne présentait aucun signe de traumatisme.
L'une des premières conclusions des enquêtes de porte-à-porte révéla que Jacqueline était impliquée dans une relation extra-conjugale, largement connue dans la région. Roger Ferguson, un fermier local de 31 ans, apparut comme l'homme avec lequel Jacqueline avait une relation amoureuse. Une relation qui s'était développée après le déménagement de sa famille à Agory. L'enquête de police examina le mariage du couple Krimble et la liaison de Jacqueline pour comprendre son mobile potentiel de meurtre. Le gain financier apparut comme un facteur important. Jacqueline aurait souvent discuté de questions financières, suggérant même que Paul aurait plus de valeur pour elle décédé que vivant. Les enquêteurs se concentrèrent sur le téléphone que Jacqueline prétendait utiliser pour composer le numéro d'urgence avec sa langue, considérant cette affirmation avec scepticisme. Pour le tester, ils envoyèrent le téléphone au laboratoire médico-légal pour vérifier la présence de salive sur le poussoir. Le laboratoire confirma la présence de salive de Jacqueline, ce qui corrobora son histoire. Quelques jours après le meurtre, la police d'Armagh interrogea Jacqueline, mais elle ne fut pas inculpée et fut libérée plus tard. Elle put assister aux funérailles de Paul, recevant du réconfort auprès de ses amis et de sa famille lorsqu'elle quitta l'église. Roger Ferguson fut également interrogé, mais son alibi fourni par sa mère affirmait qu'il était chez lui au lit et qu'elle lui avait parlé vers 2 heures du matin. Incapable d'établir des preuves reliant directement Roger et Jacqueline au meurtre, la police eut recours à l'enregistrement secret des conversations du couple. Ces enregistrements révélèrent que Jacqueline et Roger continuèrent leur liaison après la mort de Paul, souvent vus ensemble à Richhill et dans le pub où ils s'étaient rencontrés 1 an plus tôt. Initialement nouvelle venue, Jacqueline devint rapidement connue parmi les habitants, se vantant souvent de sa richesse perçue aux côtés de son mari. Roger et Jacqueline devinrent des habitués de la salle de billard du pub, mais tous les amis de Ferguson ne furent pas séduits par sa nouvelle petite amie. Certains la voyaient comme une source de problèmes et conseillaient à Roger de s'éloigner d'elle. Cependant, Roger choisit d'ignorer leurs avertissements. Avant le meurtre de Paul, Jacqueline fit une promesse à Roger chez un concessionnaire automobile de Dungannon. Elle avait l'intention d'acheter à son amant une Jeep de 23 000 livres et assura au vendeur qu'il reviendrait avec de l'argent, probablement à partir du produit de la police d'assurance vie de Paul. La mère de Roger était également présente lors de la transaction. Pendant ce temps, à Richhill, Jacqueline trouva un emploi dans une maison de retraite. Le couple commença à planifier leur avenir ensemble, mais Paul devint méfiant. Sa femme sortait souvent tard le soir, ne rentrant parfois qu'aux premières heures du matin. Malgré les déclarations de Jacqueline selon lesquelles elle travaillait, Paul ne voyait jamais d'argent ni de bulletin de paie. De plus, Jacqueline trompait ses collègues, inventant des histoires telles que son enfant impliqué dans un accident pour excuser son absence du travail. Paul découvrit ce mensonge lorsque des collègues inquiets contactèrent leur domicile pour savoir si Adam, leur fils, allait bien après le prétendu accident, pour découvrir que l'enfant était en sécurité à la maison. Paul soupçonna Jacqueline d'avoir inventé cette histoire pour passer du temps seul avec son petit ami. Il était au courant de la liaison de sa femme, mais ses amis pensaient qu'il fermait les yeux pour le bien-être de leurs enfants. La nuit du crime, les caméras de surveillance ont filmé leur départ du bar dans la rue, marquant la dernière observation de Paul en vie. Bien qu'elle ait quitté le bar à 1h23 du matin, l'appel de Jacqueline au 999 n'a pas été passé avant 2h30 du matin, laissant un écart de temps important non comptabilisé. Le trajet du bar à leur domicile prenait généralement 5 minutes. Par conséquent, le retard à contacter les services d'urgence a éveillé des soupçons. De plus, plusieurs autres aspects de l'affaire ont déstabilisé la police. Le positionnement du téléphone dans la maison a également suscité des soupçons. Si, comme le prétendait Jacqueline, le téléphone avait été posé sur la table renversée, il semblait peu probable qu'il finisse debout avec le support encore intact. Quelque chose dans la scène n'a pas plu aux enquêteurs. Cela semblait bizarre. Lorsque la police est arrivée à la maison vers 3 heures du matin, ils ont trouvé Jacqueline à genoux sur le côté gauche du couloir. Ses mains, mais pas ses pieds, étaient attachées avec des attaches de câbles, un détail déroutant.
Un policier a utilisé un canif pour libérer ses mains des attaches. Jacqueline a raconté à la police que les intrus avaient agressé son mari, l'avaient poussé au sol et l'avaient violemment battu. Ils l'ont ensuite asphyxié en plaçant un sac en plastique sur sa tête et en le fixant avec du ruban adhésif. Jacqueline a affirmé qu'elle avait vomi, mais aucune trace de vomissement n'a été trouvée sur les lieux. Le médecin qui l'a examiné par la suite a noté un pouls et une tension artérielle normaux, ce qui était inhabituel après un événement aussi traumatisant. L'analyse médico-légale a révélé une empreinte de pas d'une botte Caterpillar dans le couloir, concordant avec les chaussures de Roger Ferguson. L'ADN d'une cigarette roulée découverte dans la maison correspondait au profil génétique de Roger. Les attaches de câbles utilisées pour attacher les poignets et les chevilles de Paul contenaient également l'ADN de Roger. De plus, les empreintes digitales de Jacqueline ont été trouvées sur le sac en plastique utilisé pour étouffer Paul. Le rouleau de sac en plastique et le rouleau de ruban adhésif utilisé pour fixer le sac autour du cou de Paul avaient été remis dans le tiroir où ils étaient initialement rangés. Une percée s'est produite lorsque la police a examiné les relevés téléphoniques de Roger. Ils ont découvert un appel passé à un jeune de 17 ans nommé Colin Robinson à 2h21 le matin du meurtre. Colin avoua plus tard avoir été présent chez les Crumble, affirmant au départ qu'il n'était censé assurer que le transport. Cependant, après de longs interrogatoires de la police, il a admis avoir accompagné Roger jusqu'à la résidence de Paul. Pris entre la loyauté envers son ami et la vérité, Colin finit par avouer. Il a admis avoir participé aux événements de cette nuit-là et a aidé Roger à se débarrasser du corps de Paul. Le témoignage de Colin a aidé la police à reconstituer les événements de cette nuit-là. Quelques minutes après que Paul et Jacqueline aient quitté le bar, ils ont fait le court trajet jusqu'à la maison. À la maison, Roger a forcé l'entrée, suivi de Colin. Il y a eu une bagarre et Paul a été renversé. Colin a suivi derrière et a été témoin de l'attaque, voyant Jacqueline donner un coup de pied à son mari alors qu'il était allongé sur le sol. Il a vu Roger placer des attaches de câbles autour des poignets de Paul. Déconcerté, Colin s'est enfui de la maison. Roger l'a rappelé quelques minutes plus tard et il est monté dans la voiture de la famille Crumble. Une fois à l'intérieur, il s'est rendu compte que le corps de Paul était sur le siège arrière. Il a essayé de partir, mais Roger a insisté pour qu'il reste. La voiture a ensuite été emmenée dans une ruelle où elle a été abandonnée. Le lendemain, le corps de Paul a été retrouvé à 3 kilomètres de son domicile. Le procès de Jacqueline Crimble pour le meurtre de son mari Paul Crimble a eu lieu en 2007 et a duré plus de 4 mois. Jacqueline et Roger ont été accusés du meurtre de Paul. Jacqueline a maintenu son innocence tout au long du procès, affirmant que son mari était physiquement et sexuellement abusif. Cependant, les preuves présentées par l'accusation ont montré des incohérences dans son récit et ont mis en lumière sa relation extra-conjugale avec Roger. Plusieurs témoins ont été appelés à la barre, y compris des membres de la famille et des amis de Paul. Sa mère Shirley a donné un témoignage émouvant sur l'impact de la mort de son fils sur leur famille. Le tribunal a entendu des témoignages sur le comportement de Jacqueline après la mort de Paul. Le juge McLaughlin a dit à Roger « Je pense que vous vous êtes laissé emporter par les circonstances de cette histoire d'amour. » Il a dit à Jacqueline « Lorsque vous n'avez pas réussi à prendre la réputation de votre mari, vous lui avez pris la vie. Vous êtes coupable de l'acte de trahison ultime. » Il a ajouté « Le projet de meurtre émanait de votre cupidité et de votre haine envers votre mari. Votre trahison à son égard était de proportions bibliques. Comme un bourreau, vous et Roger Ferguson avez mis un sac noir sur sa tête, l'avez scellé autour de son cou. Vous l'avez regardé lutter pour respirer et avez attendu qu'il meure. La cruauté implicite dans ce que vous avez fait défie toute croyance. » Le 17 mai 2007, Jacqueline Crimble et Roger Ferguson ont été reconnus coupables du meurtre de Paul Crimble. Jacqueline a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 20 ans, tandis que Roger a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 18 ans. Colin Robinson a été emprisonné pendant 3 ans et Dawn Ferguson, la mère de Roger, a été libérée sous condition pour 12 mois après avoir été reconnu coupable d'avoir perverti le cours de la justice en fournissant un faux alibi pour son fils. Après la condamnation,
la mère de Paul et la mère de Jacqueline, Phyllis Cree, ont partagé un sentiment de soulagement que justice ait finalement été rendue. Les deux mères ont déclaré qu'elles pouvaient maintenant essayer de refaire leur vie. Phyllis Cree a déclaré que même si une certaine justice avait été rendue, elle préférerait que sa fille ne soit jamais libérée. Quiconque fait quelque chose comme ma fille mérite d'être envoyé derrière les barreaux pendant très longtemps. Jacqueline n'a jamais reçu le versement de 300 000 livres de l'assurance vie de Paul. Un juge a ordonné que cet argent soit placé en fiducie pour leurs deux enfants. En 2013, Danielle, la fille de Paul et Jacqueline, alors âgée de 21 ans, a rendu public son dégoût pour sa mère. Elle a révélé comment sa mère a continué à ruiner sa vie depuis la prison. Danielle a déclaré que Jacqueline avait utilisé le fait qu'elle avait conservé des droits parentaux sur elle et son jeune frère Adam pour les contrôler et tenter de les intimider pour qu'ils acceptent son innocence. Parlant des conséquences de la mort de son père, Danielle a dit qu'elle n'avait jamais vu sa mère montrer du chagrin ou des remords, et qu'elle voyait toujours Roger. Le coup final est venu lorsque Jacqueline a brûlé tous les biens de son mari et toutes les photos de lui des semaines après sa mort. Danielle n'a réussi à sauver qu'une seule photo d'elle et de son père, qu'elle chérit maintenant. Elle n'était pas une mère. Elle était un monstre. Quelqu'un qui a non seulement tué mon père, mais qui m'a aussi arraché mon enfance. Jacqueline Krimble finira de purger sa peine de 20 ans en 2027. Elle continue à clamer son innocence. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.